aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. On va s'attaquer à Blanche-Neige aujourd'hui. Blanche-Neige sans les 7 nains. Vous allez voir, je vais scraper une planche de tampon de Stampin' Bella. Et sur cette planche de tampon, il y a donc Blanche-Neige, il y a un texte, vous la voyez ici. Et puis, il y a aussi tout un petit tas de nains à côté d'elle. Mais moi, je vais juste scraper Blanche-Neige sur ma page. J'avais vraiment envie de scraper juste un personnage. Donc voilà, et je vais l'associer, je vais l'associer avec une planche de tampon Doll & Create que vous allez voir juste derrière. C'est la 450, c'est bien ça. Avec les pommes. Alors j'ai déjà utilisé cette planche de tampon là pour une carte que j'avais faite il y a quelques temps déjà. Je pense que je vous en avais fait un tuto vidéo, il faut que je le retrouve. C'était une carte que j'avais offerte, je crois. C'était pour un concours, peut-être Instagram ou YouTube, je sais plus. Faudrait que je vous montre ça. Et donc vous allez voir, je vais en fait positionner mon tampon à peu près pareil dans mes souvenirs, parce que la carte je l'ai pas devant les yeux, mais il me semblait bien. Je vais positionner mes tampons à peu près de la même façon pour mes pommes. Par contre, je vais pas travailler pareil. Il me semble pas. Je vais vous montrer ça. Alors, je travaille dans mon carnet que j'aime beaucoup. C'est le carnet en papier aquarelle à Neumule, qui est super bien pour travailler avec les techniques humides, que ce soit les aquarelles, les poudres de pigments. On peut pchiter de l'eau, sécher, repchiter, remouiller. Enfin, il tolère très très bien. Par contre, moi, je le scrape que d'un côté. Vous voyez, là, mon carnet, je le prends dedans. Alors, je pourrais peut-être faire des pages dans le sens horizontal, enfin, paysage. Mais là, j'ai vraiment envie d'utiliser comme ça pour l'instant, en format portrait. Par contre, je ne vais pas scraper du tout les versos. Je veux vraiment bien me concentrer en fait sur le recto et essayer de travailler aussi sur un support plat au fur et à mesure. Alors, il y a déjà une page que j'ai sautée parce que j'ai fait un fond mais je ne l'ai pas travaillé, donc il va falloir que je le fasse. Mais pour l'instant, voilà, je démarre comme ça. Alors, donc je le valide à 100% ce carnet. Il est vraiment très très bien. Il y a plein de tailles différentes. Moi, c'est un format A5, cette fois je ne me trompe pas, un format A5 que je trouve bien, ni trop grand ni trop petit, on peut s'amuser, mais sans passer 3 heures non plus, enfin quoique, j'ai passé 2 heures sur cette page-là quand même, mais voilà, le format est pas trop grand et on se perd pas trop dans l'équilibre, c'est plus facile comme format qu'une page A4. Alors, donc, pour travailler mon fond, vous voyez, j'ai d'abord tamponné mes petites pommes. J'ai essayé de travailler pas vraiment en symétrie, toujours un petit peu en diagonale. J'ai bien séché, là, j'ai coupé cette partie, mais j'ai bien séché au heat gun parce que mon encre, l'encre Versafine, elle met du temps à sécher, d'autant que là, mon pad est neuf. Alors, il est neuf, donc c'est génial parce qu'il est très, très, très chargé en encre et du coup, le tamponnage se fait nickel. Quand vous avez un pad qui commence à s'user un petit peu, même si vous rechargez, vous avez une petite recharge en plus. Moi, c'est ce que j'avais, donc je l'ai rechargé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout d'un moment, voilà, le pad fatigue un petit peu. Donc là, j'en ai un tout neuf, bien imbibé. C'est bien plus pratique pour les tamponnages. Donc voilà, donc j'ai tamponné d'abord sur mon papier, j'ai bien séché au heat gun et après, je suis venue en fait mettre mes aquarelles. Je fais plus souvent l'inverse. C'est-à-dire, je viens d'abord travailler mon fond et ensuite, je tamponne. Mais là, j'avais envie de vraiment travailler mes aquarelles tout autour. Enfin, vous allez voir un peu dessus, mais principalement autour. Et je voulais aussi que ce soit un fond qui soit en ton, enfin un motif qui soit en ton sur ton. Donc, je voulais vraiment avoir de l'aquarelle sur mon encre pour pouvoir le fondre entièrement à mon fond de page. Alors, donc j'ai commencé, donc je travaille avec mes aquarelles Daniel Smith. Ce sont que des aquarelles en tube que j'ai et du coup j'ai une petite palette là à côté de moi que vous voyez, que vous n'avez encore jamais vue, qui est une palette spéciale, spéciale, elle n'a pas d'emplacement pour mettre des godets, en fait c'est l'aquarelle en elle-même qui a déjà ses godets qui sont moulés en fait dans la palette et on vient mettre ces aquarelles en tube dedans. Elle a une particularité, celle-ci, c'est que quand elle ferme, elle est hermétique, ce qui vous permet de garder vos aquarelles molles. Quand vous les mettez en tube comme ça, elles sont molles et quand vous laissez sécher, même dans les palettes en fer, au bout d'un moment, elles finissent par se durcir et se transformer vraiment en godets d'aquarelle sèches, comme les godets qu'on achète dans le commerce. Donc voilà. Et il y a des aquarellistes qui aiment beaucoup travailler avec des aquarelles qui sont tout juste sorties du tube parce que vous avez une concentration de pigment qui est beaucoup plus forte
Et du coup, vous pouvez prendre directement de la matière comme ça. Alors, bon, c'est pas facile, enfin, c'est très compliqué de travailler comme ça avec les aquarelles. On n'est pas sur de l'acrylique non plus avec les aquarelles. Donc, si vous débutez en aquarelle, vous pouvez acheter des tubes, mais je vous conseille plutôt de bien laisser sécher votre godet quand même à l'air libre. Vous aurez plus de facilité après à les utiliser. Mais voilà, donc c'est une palette. Donc si on veut que ça sèche, on la laisse ouverte plusieurs jours parce que ça met du temps à sécher complètement. Donc on la laisse ouverte plusieurs jours, mais dès que si vous mettez vos aquarelles en tube dedans et que vous la fermez systématiquement, après chaque utilisation, vous ne laissez pas le temps à l'aquarelle de sécher. Et du coup, elle va rester un peu molle. Alors au bout d'un moment, elle finira par sécher, mais elle restera quand même assez moelleuse en fait un certain temps. Voilà, pour la parenthèse de la palette. Alors, j'ai travaillé mon fond donc, avec mes aquarelles Daniel Smith. Je suis dans l'exploration des aquarelles granuleuses depuis déjà quelques temps. Et là, je me suis acheté d'autres couleurs. Donc, en fait, j'essaye de me concentrer pour Daniel Smith. J'ai plein de couleurs déjà. J'ai une palette sennelier, enfin je me suis constituée avec plein de godets différents, j'ai d'autres couleurs à côté, enfin bon, bref, je ne suis pas en manque de couleurs. Et Daniel Smith, j'avais commencé à acheter des couleurs basiques, des couleurs primaires, un grid paint, un sépia, pour travailler sur tous mes mélanges et que ce soit un exercice. Et ensuite, et là maintenant, je complète ma gamme de Daniel Smith, mais je me concentre plus sur les couleurs qui sont dites granuleuses, c'est-à-dire toutes les couleurs qui sont faites avec des pigments de minéraux naturels. C'est la série Primatech, je crois que c'est ça. Elles s'appellent comme ça, donc elles sont issues de pierres semi-précieuses et elles ont du coup un côté granuleux plus ou moins fort suivant les couleurs. Et je me concentre vraiment là-dessus, donc, et c'est quelque chose qui m'attire en fait. Alors il y a très longtemps, quand j'ai commencé l'aquarelle, je n'aimais pas du tout cet effet-là, l'effet granulé, mais un hélico qui passe. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui m'intrigue en fait, et j'aime beaucoup les effets. Donc c'est alors du coup c'est passé vite, mais bon, c'est pas très compliqué ce que j'ai fait pour mon fond. J'ai utilisé en fait un mélange très dilué au début avec du jaune, surtout du jaune Hansa clair, et j'ai rajouté un petit peu d'or vert dedans pour lui donner peut-être peut-être pas même, peut-être sûrement une couleur plus vert pomme, vert granit. Comme Granny Smith, et je suis venue avec un mélange assez dilué travailler sur mon motif de tamponnage, et ensuite je suis venue travailler avec les contrastes en mettant une couleur un petit peu plus foncée. Donc j'ai travaillé avec la serpentine véritable, c'est un petit verre de vessie mais justement qui est granuleux, qui est assez intéressant. C'est un verre assez lumineux, oui on peut le dire lumineux. Donc comme ça, et là par contre, donc autant mon mélange clair, je l'ai utilisé sur l'ensemble, même sur mes pommes. Par contre, dès que je suis venue travailler les contrastes, je suis venue travailler en fait autour de mes motifs avec donc le serpentine. J'ai utilisé un petit peu de verre de vessie aussi, donc ça c'est pas du tout une couleur granuleuse. Et j'ai voulu assombrir un peu certains endroits avec l'apatite véritable, l'apatite verte véritable. Alors celle-ci, elle est très très granuleuse, elle est très très particulière. Elle a un effet vert d'ailleurs quand on la mélange dans l'eau. Quand on fait un jus avec, au début on a quelque chose d'assez verdâtre, limite kaki. Et quand on laisse en fait le jus reposer, on a toute la couleur verte qui remonte et le côté sépia marron qui est en bas en fait. Ça fait 2 couches et on remélange un peu et on retrouve la couleur de l'aquarelle. Et quand on l'applique sur le papier, c'est la même chose. C'est l'inverse. On a le vert qui se met en profondeur dans le papier et on a le côté sépia qui remonte. Et ça fait une petite pellicule comme ça avec des petits effets marbrés. Elle est hyper intéressante celle-ci. Donc c'est l'apatite verte véritable. Donc j'ai travaillé comme ça mon fond. J'ai séché et ensuite je suis venue travailler mes pommes. Donc en ton sur ton avec les mêmes couleurs. Et là, je suis venue vraiment travailler en fait l'intérieur de mes pommes pour apporter quelque chose de lumineux et assez clair. Et je suis venue renforcer les contours comme j'avais fait aussi pour des oranges. J'ai un tuto vidéo d'il y a 2 ans maintenant où je vous avais montré un petit peu comment je faisais mes rondelles d'orange en colorisation. Et donc là, c'est à peu près pareil pour les pommes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Et j'ai travaillé de plus en plus foncé. En fait, très clair au milieu et plus j'allais vers les extérieurs et plus c'était foncé.
Donc voilà, et donc ça c'est pour la pomme qui est coupée en deux, dont on voit la chair, et les pommes la pomme qui est en arrière-plan, donc sont les mêmes motifs hein, à droite et à gauche. Là, je vais travailler le bombé un tout petit peu en travaillant mes ombres comme on fait sur une boule. Hein. Je vous ai montré des tutos aussi là-dessus il y a longtemps, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours les mêmes techniques. Et là, pareil, les mêmes couleurs, mais vraiment pour récupérer un petit côté bombé. J'ai fait les feuilles aussi. Là, j'ai utilisé un vert jaune de phthalo. C'est un vert jaune Daniel Smith, toujours assez lumineux. Très vert, pas fluo, mais il pète bien. Et j'ai travaillé mes feuilles comme ça pour qu'elles soient dans des nuances de vert un peu différentes. Donc ça, c'est pour mon fond. J'ai fait des petites gouttes avec le mélange, non pas de mélange, avec l'apatite verte véritable, des toutes petites gouttes. Et j'ai fait des gouttes de Posca blanc aussi. Et les petits ronds que l'on voit sur le fond de page, qui sont des ronds dans le motif de tampon, j'ai mis du blanc à l'intérieur pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite, ma petite Blanche-Neige, je suis restée à peu près fidèle au packaging. C'est la première fois que je la mettais en couleur aussi, celle-ci. Donc souvent, quand ce sont les premières fois, je colle un petit peu au packaging pour pas trop réfléchir à mon choix de couleur et me concentrer vraiment sur les techniques de colorisation. Donc là, je suis partie sur un jaune de Hansa Clair avec un petit peu de gomme goutte. J'ai ajouté de l'or quinacridone. Ce sont que des couleurs sonneliers ici. J'ai essayé de faire des ombres. J'ai travaillé avec je voulais un rouge très lumineux. Je suis partie sur le rouge de Pyrrole. Alors, c'est un rouge qui est très, très opaque, très lumineux et très opaque. Donc, il faut mieux commencer par le diluer beaucoup au début et puis y aller après progressivement. Et j'ai travaillé les cheveux avec un petit peu de grit paint très, très, très dilué. C'est en fait, le grit paint de Daniel Smith, il a un côté mauve un petit peu quand il est très dilué. Donc j'ai travaillé comme ça en base et ensuite je me suis fait mon propre noir en mélangeant en fait des couleurs complémentaires ensemble. Donc un petit peu de vert, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, plusieurs couleurs que j'avais dans ma palette en fait pour pouvoir les mélanger. Le noir on l'obtient en mélangeant les 3 couleurs primaires à part égale. C'est toujours intéressant de faire son propre noir parce que du coup, suivant les couleurs qu'on utilise, il y a toujours une petite couleur qui domine un petit peu plus. Et du coup, on arrive à avoir des noirs qui sont un petit peu plus intéressants, des noirs qui tirent un peu vers le rouge, des noirs qui tirent un petit peu vers le bleu. Ça peut être intéressant comme ça. Bon, le mien, il est un peu marron parce que j'ai dû mettre un petit peu plus de rouge dedans. Donc voilà, il y a des petits reflets. Et puis le petit oiseau, alors c'est pareil. Bon là, je vous referai un autre tuto avec cette couleur-là parce que c'est ma préférée. C'est le fuchsiste véritable, c'est magnifique. C'est un verre d'eau qui peut se rapprocher du vert véronèse. Et en fait, c'est pas une aquarelle irisée, mais en fait, la roche qui doit être utilisée pour en extraire le pigment, il y a des petites paillettes dedans. Comme de la nacre, c'est super joli, un petit peu comme le granit. Et il y a une autre couleur comme ça, c'est la kyanite véritable, elle a les mêmes effets, elle a des petites paillettes toutes fines, c'est superbe. Donc là, c'est le fuchsiste véritable que j'ai utilisé pour l'oiseau et j'ai renforcé les ombres avec le turquoise véritable, Belle au bois dormant. C'est son nom. Alors pourquoi Belle au bois dormant? C'est parce que c'est la roche qu'on a utilisée pour en extraire le pigment. Elle se trouve dans un récif montagneux. Et le récif, il est appelé Belle au bois dormant. Il me semble avoir compris ça. Donc, c'est toute une histoire, ces pigments. Du coup, c'est très intéressant aussi de voir, d'essayer d'interroger sur Google, en fait, la roche qui a été utilisée et de voir à quoi elle ressemble aussi. Et de comprendre comment ça marche, les pigments, quand on commence à s'y intéresser. C'est sans fin et c'est vraiment, vraiment passionnant. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à la fin? Rien, j'avais tamponné mon motif pour pouvoir récupérer les détails au niveau de ses chaussures. J'allais pas détourer ça, en fait, avec mes petits ciseaux. Donc, j'ai tamponné mon motif pour que cette partie-là, là, les petits lacets, là, soient imprimés sur mon papier. Et du coup, j'ai découpé ma Stampin' Bella et je l'ai collée par-dessus. C'est juste pour ça que j'ai tamponné sur mon fond de page. J'ai travaillé des ombres un petit peu, mais ça se voit pas spécialement d'ailleurs là. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et mon titre, c'est le texte qui se trouve sur la planche de tampon Stampin' Bella aussi. Une citation de Blanche-Neige, du coup Snow White. C'est ça, je vois mal de haut, mais ça doit être ça, hein, c'est son petit nom.
en anglais. Donc voilà, je lui ai fait un petit sol aussi avec un petit crayon. C'est un crayon noir Albert Dürer de Faber-Castell, un crayon aquarellable noir. J'ai mes Derwent Test, mais ils sont rangés dans une trousse. Et en fait, j'ai quelques crayons aquarellables que j'ai testés en fait de chez Faber-Castell, que je garde à portée de main dans des couleurs basiques pour m'en servir comme ça. Voilà, ils sont pas rangés, ils sont juste dans mon pot à crayon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.